L'objectif de cette vidéo est de montrer comment faire une classification ascendante hiérarchique avec Factominer. Dans Factominer, la classification ascendante hiérarchique est réalisée sur des objets résultats d'une analyse factorielle. Donc sur les résultats d'une ACP, les résultats d'une ACM ou les résultats d'une AFM. Donc si vous voulez construire une classification, un arbre hiérarchique à partir d'individus qui sont décrits par des variables quantitatives, il faudra faire une ACP avant de réaliser la classification. Si vous avez des objets qui sont décrits par des variables qualitatives, il faudra réaliser une ACM avant de faire la classification. Et puis si vous voulez équilibrer l'influence de différents groupes de variables, bien, vous pouvez faire une AFM. Donc à chaque fois, pour faire la classification dans Factominer, il faut dans un premier temps réaliser une analyse factorielle. Donc je vais vous montrer l'exemple d'utilisation de la classification à partir d'un exemple d'ACP. Alors pour ce faire, bien, je vais aller récupérer des lignes de code d'un jeu de données sur les températures. Les données et les lignes de code du script sont sur le site de Factominer, donc dans le répertoire livre, et je vais m'intéresser aux données de température. Donc je vais cliquer ici sur température.txt. Donc j'ai des lignes de code qui vont correspondre à un jeu de données sur des températures dans des capitales européennes, températures sur les différents mois de l'année. Donc là, je vais récupérer les trois premières lignes, CTRL-C, et les coller dans R, CTRL-V. Donc, dans un premier temps, j'ai chargé la librairie Factominer. Ensuite, j'ai chargé le jeu de données que j'appelle température. Donc, je vais lire le jeu de données directement sur le site de Factominer. Donc, header égale true, je dis que le nom des variables est présent. Le séparateur de colonne est point virgule. Le séparateur de décimale est un point. Et je précise que le nom des individus est présent dans la première colonne. Donc, on peut voir le jeu de données température. Si je fais summary de température, et on a les variables de janvier jusqu'à décembre, donc ce sont les températures moyennes mensuelles. Et ensuite, on a quelques variables comme la moyenne, l'amplitude, la latitude, la longitude, qui seront utilisées comme des variables quantitatives supplémentaires. Et puis une variable qualitative qui est une variable sur la région. Est-ce que les villes sont situées à l'est, au nord, à l'ouest ou au sud? Et donc ensuite, eh bien, j'ai réalisé une ACP. Les résultats de l'ACP sont mis dans un objet res. Donc l'ACP sur le jeu de données température. Alors je précise que les individus de 24 à 35 sont des individus supplémentaires. Donc en fait, les individus de 1 à 23 sont les capitales européennes, et les individus de 24 à 35 sont des grandes villes européennes, mais pas des capitales. Donc on a pris comme individu actif uniquement les capitales européennes. Je précise que les variables de 13 à 16, donc moyenne, amplitude, latitude et longitude, sont des variables quantitatives supplémentaires. Et je précise que la variable 17 est une variable qualitative supplémentaire, donc la région est une variable qualitative supplémentaire. Donc l'ACP est réalisée ici avec donc les graphes, le graphe des variables et le graphe des individus. Voilà, donc je ferme ces graphes, je ne m'intéresse pas aux résultats de l'ACP ici. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est une classification ascendante hiérarchique. Je vais mettre res.hcpc pour conserver les résultats et faire une classification ascendante hiérarchique hcpc sur les résultats de res. Alors en fait, dans la fonction PCA, il y a un argument par défaut qui est l'argument ncp, c'est-à-dire le nombre de composantes. Donc le nombre de composantes par défaut est égal à 5, donc c'est-à-dire qu'on conserve 5 composantes quand on fait l'ACP. Et donc quand je vais faire la classification ici, eh bien, je vais faire la classification en utilisant uniquement les 5 premières composantes de l'ACP. Donc je ne vais pas utiliser l'ensemble des données, mais uniquement les 5 premières composantes. Alors si je veux utiliser l'ensemble des composantes de l'ACP, eh bien dans la fonction PCA, il faut que je précise l'argument ncp égale inf. Alors, ça peut être intéressant de ne pas utiliser toutes les composantes de l'ACP parce que, bien justement, les dernières composantes, on peut considérer bien souvent que c'est du bruit et donc d'enlever ces dernières composantes va permettre de stabiliser les résultats. Alors, on n'est pas obligé par contre de conserver uniquement les 5 premières composantes. Donc moi, dans mon cas, bien, je vais préciser que ncp est égal à 8. Donc je refais l'ACP en conservant 8 composantes. Donc j'ai des résultats qui seront assez stables. Alors pourquoi 8? Bien parce que en regardant la décroissance des valeurs propres, je m'aperçois que les dernières composantes sont très faibles. Et donc avec les 8 premières, je vais conserver
95% de l'information. Maintenant, je peux faire ma classification hiérarchique. Donc, je mets les résultats dans un objet res.hcpc et je fais hcpc de res. Alors, en faisant ça, bien j'ai un arbre hiérarchique qui m'est proposé avec bien en haut à droite les gains d'inertie quand on passe de, alors ici cette barre, quand on passe de une classe à deux classes, ici quand on passe de deux classes à trois classes, etc. Donc ce petit diagramme va permettre de voir combien de classes est-ce qu'on peut conserver pour faire un découpage en classes. Alors il y a un niveau de coupure qui est proposé sur l'arbre hiérarchique. Donc il y a un niveau de coupure ici en 3 classes qui m'est proposé. Et donc on peut cliquer avec la croix. Je place la croix sur un niveau de coupure. Donc je peux cliquer sur le niveau de coupure qui m'est proposé par défaut. Et donc en cliquant, je coupe l'arbre hiérarchique et donc je fabrique 3 classes. Donc une première classe ici en noir, une classe en vert et une classe en rouge. Donc ici c'est la carte de l'ACP, le graphe de l'ACP avec les individus qui sont coloriés en fonction de l'appartenance à leur classe. J'ai également un arbre hiérarchique qui est dessiné en 3 dimensions sur le plan de l'ACP. Donc on voit le plan de l'ACP avec les 2 premières dimensions ici. Et puis un arbre hiérarchique. Donc en fait, on a ici 3 informations, à la fois le plan de l'ACP, l'arbre hiérarchique, et puis avec les couleurs des individus, on a l'appartenance aux classes. Donc des informations différentes, puisque le plan de l'ACP va résumer l'information principale sur uniquement 2 dimensions. L'arbre hiérarchique, lui, prend l'information sur 8 dimensions, donc on a plus que les 2 premières dimensions. Et puis le regroupement en classes permet d'avoir une information très synthétique en fabriquant uniquement 3 classes. Donc on peut maintenant regarder les résultats de la classification. res.hcps. Donc on a 4 objets qui sont intéressants, puis un objet call qui récapitule toutes les options qu'on a pu utiliser. Donc dans un premier temps, res.hcps $data.clust. C'est juste un objet avec le jeu de données initial. Donc le jeu de données initial plus une dernière variable qui correspond à la classe lors du découpage en classe. Donc pour chaque individu, on a le numéro de classe. Donc ça c'est la première sortie. Deuxième objet de sortie, c'est une description des classes par les variables. Desk.var, description des classes par les variables. Alors ici, on a la description des classes d'une part par les variables qualitatives et par les variables quantitatives. Donc si on n'a que des variables quantitatives, bien évidemment, il n'y aura pas de résultat pour les variables qualitatives. De même, si les variables qualitatives ne permettent pas de décrire les classes, bien on n'aura pas de résultat. Alors pour les variables qualitatives, bien on a tout d'abord un test du Key2 pour voir si la variable de classe est liée à la variable qualitative ou aux variables qualitatives. Donc dans mon cas, il y a une seule variable qualitative, la variable région, et on voit que bien, le test du Key2 est significatif, il y a une probabilité critique inférieure à 5%, donc la variable région est liée au découpage en classe qui a été construit. Donc ça c'est d'un point de vue global, et puis ensuite on peut regarder modalité par modalité, classe par classe. Est-ce que la classe 1 est liée à certaines modalités de la variable région? Donc là, on voit que la classe 1 est liée à la modalité région égale sud. Alors, si on rentre dans le détail, on voit ici que 80% des villes du sud sont dans la classe 1. Donc parmi les villes du sud, il y en a 80% qui sont dans la classe 1. Et puis le 100 ici signifie que 100% des individus de la classe 1 sont des villes du sud. Voilà, donc c'est deux informations un petit peu différentes qui montrent que la région du Sud est surreprésentée dans cette classe. Et donc il y a un test de loi hypergéométrique qui est construit ici. Donc ça c'est la description pour les variables qualitatives. On a ensuite une description par les variables quantitatives. Donc tout d'abord, description entre une variable quantitative et l'ensemble de la variable de classe. Donc là on va calculer le rapport de corrélation.
le rapport de corrélation qui est la mesure qui est utilisée en analyse de variance pour voir la liaison entre une variable quanti et une variable quali. Donc on voit par exemple que la moyenne est très liée à la variable de classe. Il y a un rapport de corrélation qui est de 0,91 et donc c'est significatif. Donc il y a des liaisons entre la moyenne et les classes globalement, et après bien plus dans le détail, on peut caractériser la classe 1 par exemple. Donc la classe 1 a des températures moyennes qui sont plus élevées que la moyenne. Donc, plus élevée que la moyenne, je le sais parce que la V-test ici, la valeur test est positive. Alors plus élevée que la moyenne, bien en fait, la moyenne des températures de la classe 1 est de 15,75, tandis que dans l'ensemble des villes, c'est 9,37. Et donc cette différence de moyenne ici est significative. Donc même chose pour les variables de septembre, variable octobre, les températures de la classe 1 sont plus élevées que la moyenne. Donc c'était des villes du sud et donc les températures sont plus élevées. Par contre, la latitude est significativement plus faible. La V-test est négative. Donc voilà comment caractériser la classe 1, et même chose pour les autres classes. Donc on a les descriptions de chacune des classes. La classe 2 et la classe 3, bien on voit qu'elle n'est pas caractérisée par des variables. Les variables ne prennent pas de valeur significativement supérieure ou significativement inférieure pour les individus de cette classe. Donc on a également une description par les axes. Alors par les axes factoriels, même chose, bien description par la première dimension de la CP. Donc il y a une liaison forte, et par la troisième dimension, il y a une liaison assez forte aussi. Et donc plus dans le détail, bien la dimension 1 prend des valeurs plus fortes que la moyenne pour les individus de la classe 1. C'est-à-dire que les individus de la classe 1 ont des coordonnées significativement plus élevées que les autres. Les individus de la classe 2, eux, ont des coordonnées significativement plus faibles que les autres. Donc en fait ici, la dimension 1, c'est une variable quantitative, et donc c'est exactement le même test que le test qui est fait précédemment pour les variables. Et le dernier objet intéressant, c'est desk.ind, qui va donner une description par les individus. Donc dans un premier temps, on a les parangons de la classe. Donc le parangon de la classe, c'est l'individu qui est le plus proche du centre de gravité de la classe. Donc le centre de gravité d'une classe, c'est un individu fictif, et on peut donner le parangon, c'est-à-dire l'individu le plus proche de ce centre de gravité, ce qui permet d'illustrer le propos sur ce qu'est la moyenne de la classe. Donc la moyenne de la classe 1 ressemble beaucoup à Rome. Donc si on veut caractériser la classe 1, on peut dire bien en moyenne, c'est ce qui se passe à Rome. Pour la classe 2, c'est en moyenne ce qui se passe à Oslo. Et donc on a ici, pour chaque classe, les villes qui sont ordonnées de la ville la plus proche du centre de gravité, et puis on a ici la distance au centre de gravité. Donc c'est trié, et on a les 5 premières villes à chaque fois, au maximum. Dans la première classe, il n'y a que 4 villes. Et puis ici, on a une autre information sur la ville qui est la plus caractéristique d'une classe. Donc la ville la plus caractéristique de la classe 1, ici, c'est Athènes. Alors, la plus caractéristique dans le sens où c'est la ville qui est la plus éloignée de toutes les autres classes. Donc Athènes est très éloignée de la classe 2 et très éloignée de la classe 3. Donc de ce point de vue-là, elle est caractéristique de la classe 1. De même, Reykjavik est la ville qui est la plus éloignée des autres classes. Alors quand je dis des autres classes, c'est en fait du centre de gravité des autres classes. Donc voilà pour les résultats de la classification. Alors juste une remarque quand même sur la classification hiérarchique. Si je reviens sur le graphe ici, à l'issue de la classification hiérarchique, par défaut, il y a une consolidation des classes qui est effectuée. Donc c'est-à-dire que on coupe l'arbre hiérarchique, ce qui génère 3 classes, mais après on utilise la méthode des k-means pour consolider les classes, pour que les classes soient les plus homogènes possibles. Et donc il se peut que certains individus changent de classe par rapport à ce qui était proposé. Donc on voit ici par exemple qu'il y a 2 individus qui sont assez proches, il y en a un qui est en rouge, un autre qui est en vert. La consolidation a fait que l'individu qui est ici, bien, s'est rapproché des individus qui sont en rouge ici. Alors que avec le découpage en 3 classes, il était dans la classe verte dans un premier temps. Mais sur les autres dimensions, bien cet individu est proche des autres individus en rouge et la consolidation l'a ramené dans la classe rouge. Alors
Il y a donc entre l'arbre hiérarchique et puis la consolidation une différence de couleur. Si vous voulez qu'il y ait correspondance entre la classification hiérarchique et la construction des classes, il faut utiliser l'argument console égale false. Je vais faire console égale false. Ça signifie que je ne veux pas faire de consolidation des classes à l'issue de la classification hiérarchique, du découpage. Et donc là, l'individu reste en vert.